La science est toujours un effort collectif. Cet effort reste presque invisible pendant des années, jusqu'à ce qu'il se condense dans des moments clés. Nous allons parcourir certains de ces moments de l'astronomie observationnelle. Le cosmos a fasciné tous les humains depuis l'origine. Parfois, nous oublions sa présence, mais il suffit une nuit d'été à la campagne ou à la mer pour retrouver l'étonnement d'un enfant face à la beauté du ciel. Nous savons que d'Égypte jusqu'à l'Amérique du Sud, en passant par la Chine, les positions des étoiles et des planètes ont été toujours utilisées pour la construction de bâtiments ou pour expliquer des phénomènes mystérieux ou encore pour deviner le futur. Mais ce n'est qu'avec les Grecs, il y a presque 3000 ans, que l'astronomie commence. Une étape fondamentale, c'est le catalogue d'Hipparque de Nicée. Pendant le IIe siècle avant notre ère, Hipparque rédige un catalogue de presque 850 étoiles en les divisant en 6 classes selon leur luminosité apparente ou magnitude. Nous devons donc à Hipparque des outils fondamentaux de l'astronomie moderne, l'idée des catalogues de sources astrophysiques et la magnitude. Après Hipparque, les observations du ciel à l'œil nu continuent pendant des siècles. Mais ce n'est qu'avec Galileo Galilei qu'on fait un véritable saut révolutionnaire et que l'astronomie moderne commence. Nous sommes à l'Observatoire astronomique d'Arcetri à Florence, à 500 mètres de la maison où Galilée a passé les dernières années de sa vie. Ici, nous avons une lunette beaucoup plus grande que la lunette de Galilée, mais qui fonctionne de la même façon. Galilée prend un instrument qui a un usage essentiellement militaire et le transforme en un instrument scientifique. En ce faisant, il nous élève tous en tant qu'humanité. Et c'est grâce à sa lunette qu'en 1610, Galilée publie son livre Le Sidereus Nuncius, où il nous explique ses observations sur les phases de Vénus, sur la surface de la Lune et la découverte des 4 premiers satellites de Jupiter. Grâce à ces observations et aux observations d'un autre grand astronome, Tycho Brahe, on commence à comprendre que le système qui place la Terre au centre de l'univers est faux. Les observations de Galilée nous expliquent qu'ici le Soleil est au centre des orbites des planètes et il nous montre aussi que les objets célestes ne sont pas immuables et parfaits. Après Galilée, les observations dans l'optique, c'est-à-dire dans la lumière visible à l'œil nu, continuent avec des instruments de plus en plus performants. Une étape fondamentale dans l'histoire de l'astronomie arrive en 1774 avec le catalogue de Charles Messier qui observe une centaine de sources diffuses. À l'époque, on les appelait des nébuleuses. Aujourd'hui, nous savons qu'en fait, ils comprennent des objets très différents entre eux, comme par exemple des nébuleuses stellaires et des galaxies. Néanmoins, la nomenclature de Messier est gardée même aujourd'hui. Par exemple, M31, c'est notre voisine, la galaxie d'Andromède, ou M87, c'est la radiogalaxie Virgo 1. L'histoire de nébuleuses en ramène à une autre révolution dans l'astronomie, à la fois théorique et technique. Au début du XIXe siècle, on voit que dans le spectre de la lumière du Soleil, il y a en fait des raies noires très fines. Tous les éléments chimiques présentent des raies d'absorption à des longueurs d'onde figées qu'on peut utiliser
pour comprendre la composition de la lumière des objets célestes. Grâce à l'étude systématique des spectres stellaires, on commence à comprendre au début du XXe siècle que plusieurs entre les nébuleuses du catalogue de Messier sont en fait composées par des étoiles. C'est comme ça qu'on commence à comprendre que notre galaxie, la Voie lactée, ne représente pas tout l'univers. En fait, ce n'est qu'une entre les milliards de galaxies et, il faut dire, c'est plutôt modeste en taille en plus. Notre univers, donc, s'élargit en taille, mais en variété aussi. Pendant le XIXe siècle, on comprend que la lumière est en fait une onde électromagnétique avec un spectre en longueur d'onde très étendu. La partie visible n'est qu'une très petite partie de ce spectre. L'une après l'autre, donc, on ouvre des différentes fenêtres du spectre de la lumière à l'observation du ciel, des ondes radio jusqu'au rayonnement gamma. L'univers que se dévoile à nous est surprenant. On comprend que ce qu'on avait observé dans la lumière visible jusqu'à là n'était qu'une toute petite partie des objets existants. On découvre des corps célestes surprenants et très puissants, comme les noyaux actifs de galaxies, les sources gamma ou les étoiles à neutrons. On comprend finalement que l'univers est beaucoup plus intéressant et drôle que les sphères immuables de Ptolémée. Au début du XXe siècle, Victor Hess cherche à comprendre l'origine d'un rayonnement ionisant diffus qu'on observe partout dans l'atmosphère. En 1912, il monte dans un ballon avec un tout petit instrument, un électroscope à feuilles d'or comme celui-ci. C'est avec cet instrument que Victor Hess observe que le rayonnement augmente avec l'altitude. Il est donc d'origine cosmique. L'origine des rayons cosmiques, c'est un mystère qui fascine les physiciens depuis un siècle. Pour ce qui nous concerne dans l'histoire de l'astronomie observationnelle, la découverte des rayons cosmiques introduit l'idée d'une astronomie multimessager, la possibilité d'observer le ciel avec d'autres signaux que les ondes électromagnétiques. Nous n'avons pas uniquement les rayons cosmiques, il y a aussi les neutrinos. Ils sont des particules produites en grand nombre dans les sources astrophysiques, mais très difficiles à détecter. Néanmoins, en 1987, l'instrument Kamiokande détecte les neutrinos produits par l'explosion d'une étoile dans la grande nuage de Magellan très proche de nous. Mais c'est en 2015 que se produit la révolution suivante, quand la première onde gravitationnelle est détectée.